Je vais vous présenter une analyse de la variabilité spatiale et temporelle de la pollution des cours d'eau par la chlordécone sur le Galion. Donc c'est le pendant de ce que nous a présenté Patrick Andrieux en Martinique. Et donc pour essayer de voir comment les résultats qui sont acquis sur cet observatoire, l'observatoire Opale, peuvent servir à la gestion des territoires pollués. Alors du coup, donc comme ça vous a déjà été présenté, mais je fais un petit rappel rapide. Donc les applications de chlordécone ont été hétérogènes sur les territoires, que ce soit au sein des parcelles ou au sein même des différentes exploitations et au sein de l'ensemble des territoires. Il y a un intérêt à caractériser cette hétérogénéité de la pollution dans le temps et l'espace, parce que ça contamine les cours d'eau et que la contamination de ces cours d'eau est dépendant du fonctionnement de l'ensemble des systèmes tropicaux. Et les hypothèses que l'on fait, c'est que il y a des effets climatiques, hydrologiques, pédologiques, agronomiques et géologiques en interaction qui vont jouer sur ces transferts-là vers les cours d'eau. Et donc en jouant, donc il y a certains sur lesquels on peut difficilement jouer et d'autres sur lesquels on peut agir. Et en jouant sur ces aspects-là, on pourra éventuellement mieux gérer la pollution par la chlordécone. Donc le bassin versant du Galion, donc il est présenté ici. Alors c'est un bassin versant qui regroupe l'ensemble des cultures qui sont réalisées aux Antilles et la majorité des types de sols. Donc on a un aval, c'est une plaine d'inondation qui est principalement constituée de sols, sont des ferrisols, des sols assez anciens, principalement cultivés en canne et en banane. Ensuite vous avez toute la zone médiane de ce bassin versant qui est principalement cultivée en culture de banane, donc c'est ce qui est en jaune, et pour lequel il commence à y avoir quelques cultures de diversification, Et enfin, la zone amont, qui elle est plutôt constituée d'endosols, donc des sols plutôt jeunes, sur lesquels on va avoir la majorité de cultures de diversification. Et en fait, ce qu'on voit aussi, donc c'est que donc il y a le cours d'eau, la rivière Galion, qui passe dans l'ensemble de ces trois zones, et on a installé trois stations principalement sur lesquelles on fait des suivis hydrologiques et de suivi de la contamination par la chlordécone. Donc une station qui est ici, donc le bassin versant est représenté ici, qui s'appelle base de loisirs, qui vise à représenter le fonctionnement de la zone amont. Une station ici, qui est la station Grand Galion, qui intègre donc tout ce qui se passe sur l'ensemble de ce territoire ici, qui intègre l'ensemble des systèmes, et une station ici, une petite station sur un territoire très pollué, la station La Digue. Et donc en fait, donc on pouvait pas installer cette station plus en aval à cause de remontées salines dans le cours d'eau, ce qui fait qu'en cumulant ces deux, on peut aussi évaluer les flux qui sortent vers la baie du Galion. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que ce bassin ici, en fait, il se jette dans la baie, c'est une baie sédimentaire, la baie du Galion. Le territoire, ce bassin fait 45 km². Donc, on a mis en place un dispositif pour caractériser à la fois la variabilité dans l'espace et dans le temps de cette pollution. Donc, pour caractériser la variabilité spatiale, on a réalisé 39 prélèvements ponctuels en transect de rivières d'eau et 16 prélèvements dans des aquifères. L'ensemble de ces prélèvements ont été faits en période de basse eau, donc hors crue, en situation d'étiage, et la chlordécone a été analysée pour l'eau au laboratoire du CAEC, et pour les prélèvements en aquifère au laboratoire départemental d'analyse de la Drôme. Et ensuite, il y a le dispositif de suivi dans le temps. Donc, on a le même dispositif que celui qui est installé en Guadeloupe, avec des préleveurs automatiques qui réalisent des échantillons composites. Donc, en fait, on fait des prélèvements de 100 millilitres, de 2 fois 100 millilitres qui sont prélevés toutes les heures et quart et qui sont stockés dans des grands récipients. Et on prend un aliquote toutes les semaines de ces récipients et on les fait analyser par le laboratoire départemental d'analyse de la Drôme. Et donc, les résultats qui vous seront présentés intègrent 2 années hydrologiques, donc de février 2016 à février 2018. Alors, donc ça c'est Magali Jaunet vous a déjà présenté cette carte, mais en fait quand on regarde la relation entre les sols et l'eau, donc comme Magali Jaunet vous l'a dit, il y a une relation.
Donc ce qui a été fait, c'est que les sols, le potentiel de contamination des sols ont été classifiés selon les risques de pollution des sols, issus de les différentes années pendant lesquelles on dispose de cartographie aérienne et pour lesquelles on a des données, et donc plus il y a d'années, plus le risque est classé comme haut. Donc ce qui permet de classer donc soit de vert à rouge très foncé en fonction de risques plus ou moins importants de pollution des sols des différentes parcelles. Et ensuite, on a caractérisé donc les résultats des analyses pour les différents cours d'eau, donc sur les différents points tout au long du linéaire du cours d'eau. Alors le code couleur, c'est quand on est en vert, c'est qu'on est inférieur à la limite de quantification de la molécule. En vert, comme ceci là, c'est qu'on est inférieur à la limite de potabilité de l'eau pour la chlordécone. En orange et en jaune, c'est qu'on est entre la limite de potabilité et la limite de potabilisation de l'eau, et supérieur donc en rouge et en noir, c'est qu'on est très supérieur à ces limites-là. Et c'est la même chose pour les choses qui ont été prélevées dans les aquifères. En fait, ce qu'on voit, c'est que effectivement, donc ça correspond bien avec ce qui se passe au niveau des sols, et que le cours d'eau va se charger quand il passe au milieu de zones polluées, et on va dire aussi les concentrations vont diminuer lorsque il passe dans des zones moins concentrées. Mais en fait, ce qu'on s'est demandé, c'est pour la gestion des zones du bassin, en fait, du territoire, en fait, la pollution qu'on observe dans les rivières, d'où est-ce qu'elle provient? Est-ce qu'elle provient de l'ensemble des bassins versants des points qu'on avait prélevés, donc de l'ensemble des surfaces qui alimentent en fait ce point de rivière, des zones qui étaient proches des cours d'eau principalement, ou des zones qui étaient juste en proximité du point sur lequel on avait fait le prélèvement. Et on a utilisé un petit modèle statistique qui fait pas d'hypothèse sur les distributions de données, etc. Et en fait, ce que ça montre, les résultats, c'est que en fait, la pollution, elle provient bien de l'ensemble des surfaces, c'est bien l'ensemble des surfaces de chaque bassin versant qui contribue, et pas uniquement les zones qui sont proches des cours d'eau ou proches du point sur lequel on va faire le prélèvement. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait des actions, il faut bien les faire sur l'ensemble du territoire, et pas uniquement sur des zones qui vont être proches du cours d'eau ou proches d'un point d'intérêt qu'on peut avoir comme une zone de captage, mais bien sur l'ensemble du territoire qui alimente cette zone de captage. Alors ça, c'est vrai pour les pollutions comme la chlordécone qui passent par les voies souterraines. Après, quand on regarde la dynamique de la chlordécone sur les 3 stations qui ont été suivies, donc Grand Galion, ces 2 premières lignes, donc sur les premiers graphes, vous avez la dynamique hydrologique avec la pluviométrie. Ensuite, la dynamique de la chlordécone qui a été suivie. Donc ça, c'est pour la station qui intègre Grand Galion, donc la station en aval. Ici, c'est la station en amont, base de loisirs. Et le petit bassin qui est situé au sud du bassin, du grand bassin. Et donc, ce qu'on voit, en fait, c'est que si on fait sur les 2 années, pardon, c'est hydrologique, un peu moins, excusez-moi. Donc, si on calcule les concentrations moyennes qu'on a observées pour les 2 années, donc 2016 et 2017, ce qu'on voit, c'est que sur la station Grand Galion, on a une très légère augmentation de la concentration. Sur la station base de loisirs, c'est extrêmement stable en termes de concentration moyenne, mais on observe quand même une petite dynamique au sein dans le cours d'eau. Et pour la station, donc la petite station, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu une augmentation de près de 82% de la concentration dans le cours d'eau. Alors ça, en fait, si on cherche à vouloir l'expliquer, en particulier sur ce petit bassin, on a regardé, donc ça c'est l'hypothèse sur les... ça c'est enlevé. C'est l'hypothèse qu'on a sur la contribution des nappes sur la pollution de rivières. Pardon. Donc en fait, on a regardé ce qui se passait dans les nappes. Bon, je peux continuer. On a regardé ce qui se passait dans les nappes. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que la concentration des nappes varie à l'opposé de la concentration qu'on observe dans les rivières. Donc ça veut dire qu'au final, soit c'est une autre source qui alimente la rivière à ce moment-là et qui génère l'alimentation, la pollution de la rivière,
soit en fait il y a un effet, ça peut être la nappe, mais c'est des eaux qui peuvent être relativement anciennes dans la nappe et qui sont chassées vers la rivière de manière préférentielle. Donc ça, c'est des différentes hypothèses que l'on a. Donc voilà, c'est ce que je disais. Hop. Pardon. Après, je vais avoir du mal à continuer si j'ai pas les supports. Ah, c'est bon. Donc voilà. Et donc ce qu'on voit, oui, pardon, c'est que cette augmentation, en fait, elle suit la tempête Matthew. Donc vous vous souvenez de la tempête Matthew? Alors il y a eu un événement climatique important et c'est à partir de ce moment-là qu'on observe donc l'augmentation dans la nappe. Voilà. Donc ce qu'on voit, alors le troisième. Sinon je vais. Sinon, si on voit là-bas, si je vois là-bas, c'est bon. Donc, en fait, ce qu'on voit... Ah oui, mince, oula. Oh là là. Ah oui, pardon. Oui, mais c'est pareil, ça marche pas là-bas. Voilà, bon. Donc voilà, ce qu'on... C'est dingue. Il y a un esprit qui plane. Je continue? Ouais, mais ça ne marche pas non plus là-bas. Bon, je vais continuer juste voilà. En fait, donc du coup, c'est-à-dire qu'il y avait cet effet de variation inverse. Ce qu'on voit, c'est que ça se corrèle pas avec justement, c'est plutôt anticorrélé avec ce qui se passe dans les nappes. Donc voilà, différentes hypothèses, soit des flux de subsurface, donc un nouveau flux contaminé qui émerge suite à ces événements hydrologiques importants, soit un effet de chasse, c'est-à-dire que c'est des eaux anciennes relativement contaminées dans la nappe qui sont transférées vers la rivière. En fait, après on a regardé s'il y avait des effets potentiels de pratiques agricoles. Et en fait, sur ce petit bassin versant, il y a deux principales exploitations agricoles. Et en fait, après cette tempête, il y a l'exploitation en amont du bassin qui a cycloné l'ensemble de son exploitation, c'est-à-dire qu'il a coupé en fait tous ses bananiers. Et en fait, ça, si on regarde par rapport à la littérature, ce que la littérature nous dit, c'est que en fait, le bananier a pour effet de concentrer l'impluvium au niveau de ses racines. Oui, voilà. Donc ça, c'est le petit bassin. En fait, il y a une zone qui a été cyclonée en amont et une zone qui a été travaillée sur l'autre exploitation qui a été liée à la destruction de parcelles qui ont été complètement détruites suite à la tempête. Et en fait, les travaux du sol, ça modifie la porosité du sol et donc le flux, la porosité qui est potentiellement accessible par les flux hydrologiques et donc les flux préférentiels dont on peut faire l'hypothèse qui au bout d'un moment, lorsque le sol n'est pas déstructuré, sont lavés de leur chlordécone, si j'ose dire. Là en fait l'ensemble du flux va accéder et permettre le transfert vers les flux subsurface qui alimentent la rivière et les flux profonds. Oui, ça génère aussi la dégradation de matière organique, ce qui va avoir pour effet de libérer la molécule dans le sol. Et donc le cyclonage, donc ce que je vous disais aussi, c'est la coupe des bananiers, donc dans l'exploitation qui a entièrement été cyclonée. En fait, le bananier concentre le flux le long de son tronc, et donc de la même manière, si la zone le long du tronc du bananier a relativement été lavée par des flux préférentiels à ce niveau-là de la chlordécone accessible, le fait de cycloner génère
un transfert relativement plus homogène à l'échelle de l'ensemble de la parcelle, ce qui aurait pu avoir pour incidence de générer le fait que la chlordécone, qui généralement est moins entraînée sur on va dire les interrangs, le soit après ces pratiques-là. Voilà. Alors après, du coup, comme l'a fait mon collègue, j'ai calculé les flux qui sortent en fait, qui passent par ces par les trois exutoires, les flux de chlordécone. Et donc en fait, donc ce qu'on voit, c'est que la moyenne journalière, la masse de chlordécone en grammes par jour, qui passe donc ici, c'est de 88 grammes par jour. À la digue, ici, on est à 52 grammes par jour, et ici, à base de loisirs, on est à 51 grammes par jour. Donc en fait, ce que moi je trouve là très intéressant, c'est que au final, ce bassin-là, donc si on va ici, c'est l'ensemble de ces surfaces polluées, en fait, contribue quasiment autant à ce qui se passe dans la baie que cette petite surface-là. Alors du coup, pour essayer de mieux comprendre ça, on a aussi regardé, on a essayé de rapporter à la surface du bassin, à la surface cultivée du bassin, et effectivement, le bassin la digue a toujours des chiffres beaucoup plus élevés que les autres bassins, et de l'ordre de 10 fois. Enfin, il y a un facteur presque 10 généralement là, donc par rapport à la surface cultivée, et par rapport à la surface totale, on a des facteurs qui varient jusqu'à 10, entre 10 et 5. Voilà. Donc si on fait le total de ce qui est exporté pour ces deux bassins, donc en fait le bassin de Grand Galion, pardon, merci, à un point, voilà. En fait ça fait de 30 à 40 kg par an qui sont exportés vers la baie, et le petit bassin ici, en fait c'est de 18 à 30 kg par an. Donc si on devait gérer la pollution dans la baie, on aurait tout intérêt à focaliser en premier lieu sur cette petite surface, qui exporte beaucoup vers la baie. Donc voilà, en fait, la conclusion, dans les éléments de discussion, il y a des petits bassins versants. Là, ce qu'on apprend, c'est que des petits bassins versants à haut niveau de concentration, même s'ils ont des très faibles débits, c'est de l'ordre de 30 litres par seconde sur ce petit bassin versant, contre à peu près 1 mètre cube par seconde pour le bassin versant qui intègre l'ensemble des flux, ils peuvent être des gros contributeurs de la chlordécone qui transfèrent hors de la baie. Et que si on doit mettre en œuvre des actions de dépollution, de séquestration, à mon avis, il faudrait prioritairement les mettre sur des petites surfaces qui sont fortement contributrices, comme celle-là. En fait, ce qu'on voit aussi, c'est que cette zone médiane, là, qui possède la majorité des zones polluées, elle a des exportations qui sont même inférieures au bassin qui est en amont, alors que dans ce bassin, il y a beaucoup moins de zones polluées. Donc là, on peut se poser la question au final, est-ce que cette zone-là, il n'y a pas des transferts qui se font directement dans la zone plus aval, soit par de la réinfiltration, soit par des infiltrations qui sont faites dans des nappes plus profondes, qui ont des résurgences à d'autres endroits. Ce qu'on voit aussi, c'est que ce petit bassin versant, c'est là où il y a des nitisols. Et la question, il y a d'autres publications qui montrent que les nitisols, ils ont des facteurs qui favorisent le transfert de pesticides par rapport à d'autres types de sols, comme les endosols qui sont plutôt en amont. Et donc, est-ce qu'il faut focaliser les réductions d'usage, là il y a la chlordécone, mais d'autres pesticides sur ces types de sols? Et après, effectivement, donc là, ce qu'on voit, c'est que il y a des zones très fortement polluées, des zones moins polluées, qui peuvent avoir des contributions du même ordre de grandeur pour la baie, mais il y a des variations de concentration. Il y a des flux entre ces différents, on va dire, bassins. Quels sont les impacts toxicologiques et écotoxicologiques de ces niveaux d'exportation vers la mer? Voilà. Et en conclusion, pour synthétiser, la contribution du bassin à la baie, c'est de l'ordre de 50 à 70 kg de chlordécone par an. Il y a de la forte contribution de petits bassins versants qui sont fortement contaminés, avec des faibles flux à forte concentration. Sur les grands bassins versants, en fait, ce qu'on a vu, c'est que les concentrations étaient relativement stables dans le temps. Elles étaient moins sensibles, en tout cas là, dans ces conditions, aux variations climatiques, etc.
et que sur les petits bassins, on avait une augmentation assez forte des concentrations. Est-ce que c'est des choses qui indiquent, pardon, je suis désolé pour le temps, hein, mais qui indiquent les évolutions pour les futurs pour les grands bassins? Donc ça, il faudra qu'on analyse plus en détail et prendre plus de recul sur ces données. Et après, ce qu'on voit, c'est que, bon, je vais passer avec le temps. Merci de votre attention. Je vous invite il y a des posters, comme ça a été présenté par Patrick Andrieux. Et en particulier sur les flux érosifs, il y a un poster, si ça vous intéresse, sur le bassin versant, où il y a des carottes sédimentaires dans la baie qui ont été faites et qui sont décomposées, et sur lesquelles on regarde la variation du flux érosif qui arrive dans la baie. Voilà, je vous remercie. Bon.